And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Dans une certaine mesure, il semble possible d'identifier le sexe biologique d'un individu à partir du fonctionnement de son cerveau. La tête dans le cerveau. Ce serait frôler le neuromythe que de dire qu'en moyenne, il n'existe aucune différence entre le cerveau des femmes et des hommes. Mais cela serait également de l'ordre du neuromythe que d'annoncer qu'en moyenne, il n'existe que des différences entre le cerveau des hommes et celui des femmes. À différents niveaux, génétique, anatomique, physiologique, comportemental, en fonction de ce qui est mesuré et de comment cela est mesuré, il est possible de mettre en évidence des différences au niveau cérébral, en moyenne, entre les femmes et les hommes pour certains éléments et aucune différence pour d'autres. Toutefois, la plupart des études s'intéressant à la question des différences cérébrales en fonction du sexe biologique se font majoritairement sur des groupes d'individus, des groupes d'hommes comparés à des groupes de femmes. Ce qui est donc assez souvent mis en évidence, ce sont des différences de moyenne. Mais qu'en est-il à l'échelle individuelle ? Est-il possible d'identifier si un cerveau appartient à une femme ou à un homme sur la seule base de celui-ci ? C'est pour tenter d'établir s'il est effectivement possible d'identifier de manière fiable et reproductible le sexe biologique d'un individu sur la seule base du fonctionnement de son cerveau que des chercheuses et chercheurs états-uniens de l'université de Stanford ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en février 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont utilisé un algorithme permettant de catégoriser en femmes ou hommes les mesures issues d'un examen d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle réalisé sur des individus à l'état de repos. Pour ce faire, dans un premier temps, les scientifiques ont entraîné leur algorithme sur plus de 12 000 échantillons de mesures issus d'environ 800 individus états-uniens dont le sexe était connu par le programme afin qu'ils puissent aboutir à l'identification d'une forme de signature lui permettant de différencier hommes et femmes. Puis dans un deuxième temps, les scientifiques ont testé cet algorithme sur les mesures issues d'environ 200 autres individus états-uniens dont le programme ne connaissait pas le sexe. Cette deuxième étape, faisant toujours partie de l'entraînement du programme, a permis aux scientifiques de contrôler l'apprentissage de l'algorithme de catégorisation. Enfin, dans un dernier temps, les scientifiques ont réellement évalué les performances de cet algorithme. Pour ce faire, ils ont testé à quel point la catégorisation en femmes, hommes était exacte. Cette partie test a été réalisée sur des mesures issues du même millier d'individus états-uniens ayant servi à l'entraînement de l'algorithme, toutefois sur des mesures différentes réalisées à 3 autres moments de la vie de ces personnes. Mais ce n'est pas tout, car les scientifiques ont également voulu évaluer la fiabilité de leur algorithme en le testant sur d'autres individus inconnus du programme. Des individus pour lesquels les mesures ont été acquises sur des machines IRM différentes et avec des protocoles pas en tout point semblables. C'est pour cela que l'algorithme a également été testé sur des mesures issues de plus de 200 autres individus états-uniens et plus de 200 individus allemands. Les performances
de cet algorithme tourne autour de 90% lorsque les individus à catégoriser sont les mêmes, mais à d'autres moments de leur vie que ceux ayant servi à l'entraînement du programme. Et pour ce qui est des individus réellement totalement inconnus de l'algorithme, le programme est en mesure d'identifier correctement le sexe d'une personne sur la base des mesures fonctionnelles de son cerveau à l'état de repos dans environ 80% des cas. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre et aux profils plus divers, notamment concernant leur âge ou leur origine, même si ces résultats ne tiennent absolument pas compte de la complexité de l'identité de genre, et même si ces résultats ne permettent pas d'identifier l'origine génétique, physiologique, environnementale, sociétale des différences observées ayant permis la catégorisation, il semble possible, sur la base de mesures réalisées à l'état de repos lors d'un examen d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, d'arriver à dire, de manière fiable et reproductible, avec plus de 80% d'exactitude, si les mesures proviennent du cerveau d'une femme ou de celui d'un homme. Ainsi, il semble bel et bien exister des différences entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme. Différences qui, dans une certaine mesure, pourraient permettre d'identifier le sexe biologique d'un individu à partir du fonctionnement de son cerveau. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Stanford Medicine Study Identifies Distinct Brain Organization Patterns in Women and Men ». Il est écrit par Lisa Kim et il est à retrouver sur le site de l'Université de Stanford, med.stanford.edu. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus vaste et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des prouesses dont semblent capables les algorithmes d'apprentissage. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 58 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que si lire dans les pensées est un fantasme, les algorithmes d'apprentissage en seraient, dans une certaine mesure, maintenant capables. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.